Veux-tu me dire pourquoi tu réagis comme ça? Je viens juste de te dire de pas faire ça. Ça fait 100 fois que je te l'explique. Pourquoi faut toujours que je répète, puis que je répète, puis que je répète la même affaire constamment? Pourquoi tu paniques devant ton examen? T'en as plein de trucs pour te calmer. Pourquoi tu les utilises pas? Ces phrases-là, je les entends constamment de la bouche des parents et même des intervenants que j'accompagne pour aider les enfants au quotidien à vivre avec leur stress, leur anxiété. Heureusement, j'ai des réponses à vous donner aujourd'hui. Mais avant tout, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale, conférencière et auteure du livre L'enfant stressé, soutenir tous ensemble l'enfant de 5 à 12 ans à l'école comme à la maison. Pour me connaître davantage, je vous invite à visiter mon site web au www.pasapa.ca ou à vous abonner à ma page Facebook Service psychosocial Pas à pas. Alors, comme on se disait, des questions comme ça, on en pose constamment aux enfants, puis c'est vrai que ça peut devenir frustrant de se demander pourquoi ils les utilisent pas, les trucs qu'on leur donne, pourquoi il faut répéter constamment les mêmes consignes. La raison est fort simple, le cerveau de l'enfant est immature. Laissez-moi vous amener faire un petit voyage dans le cerveau. Lorsqu'on est exposé à une situation stressante, qu'on perçoit une menace, il y a deux petites structures de notre cerveau qui s'excitent, les amygdales, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les amygdales qu'on a dans la gorge. Pas plus grosses que la tête d'une épingle, les amygdales agissent comme le détecteur de menaces du cerveau. Donc, il va filtrer dans l'environnement les menaces potentielles et va amener le corps à réagir de sorte à y survivre. Et il y a trois façons de survivre, c'est attaquer la menace, la fuir ou s'immobiliser. Imaginez que vous vous promeniez dans la piste cyclable. Vous croisez environ à 20 pieds de vous un maître qui promène son chien. Plus vous vous approchez, le chien se met à aboyer. Il aboie de plus en plus fort, puis il s'agite tellement fort que le maître échappe la laisse et l'animal court en votre direction. Sans même vous questionner, vous devenez sur vos gardes. Vos amygdales se sont excitées, ils ont perçu la menace. Tout votre corps se mobilise. Votre rythme cardiaque accélère, votre respiration accélère. Vous devenez hyper vigilant, vous regardez le chien, vous ne le lâchez plus des yeux. Vous avez deux choix, attaquer le chien ou le fuir. Dans la piste cyclable, il n'y a pas lieu de le fuir. Vous n'avez pas le choix. Vous devez vous défendre. Sans vous en rendre compte, grande tension qui se fait dans vos jambes, vous serrez vos poings, votre mâchoire se crispe, vous vous placez en position d'attaque. Heureusement, le maître appelle son chien qui s'immobilise, récupère la laisse. Imaginez maintenant que le chien est un ours. Vous êtes dans la forêt. À moins d'avoir un fusil sur vous, ni l'attaque ni la fuite sont des bonnes solutions. L'immobilisation est votre seule chance de survie. Couché en position fœtus au sol, votre respiration va ralentir, votre rythme cardiaque aussi. Ça va devenir tellement intolérable, insupportable, que vous allez fuir dans des pensées ailleurs, dans votre imaginaire. L'ours va s'approcher de vous, va vous sentir pour être sûr que vous n'êtes pas une menace. Vous ne bougerez plus, vous allez faire le mort. Parce que parfois, rien faire, se résigner, c'est la seule façon de sortir d'une situation qui est menaçante pour votre survie. Ces situations-là au quotidien, on les voit constamment. Le cerveau ne fait pas la distinction entre l'attaque d'un chien, l'attaque d'un ours, l'exposé oral à l'école, l'examen, le patron qui nous talonne au bureau, la chicane de couple à la maison. En situation de menace, les amygdales s'excitent et amènent tout votre corps à se mobiliser pour vous faire survivre, pour la survie. Au quotidien, on le voit constamment. Chez l'enfant, par exemple, qui va procrastiner pour ne pas faire ses devoirs, ses leçons, il va repousser. L'enfant qui va mentir aussi, même s'il vient d'être pris en flagrant délit, c'est de la fuite. Celui qui va crier, vous insulter, claquer une porte, lancer son coffre à crayon, c'est de l'attaque. Celui qui perd toute motivation, autant dans des activités qu'il aimait, il n'a plus envie d'aller à l'école, il n'a plus envie d'être avec ses amis, c'est de l'immobilisation. À certains moments, ne rien vouloir, ne rien désirer, c'est une bonne façon de sortir d'une menace, de survivre à une situation qui est stressante. Même les adultes le font. Le parent qui tarde à rentrer chez lui parce que c'est le chaos soir après soir, puis qu'il a l'impression que c'est invivable, il reste au bureau de plus en plus tard, c'est de la fuite. Celui qui, à bout de nerfs, finit par crier sur son enfant, c'est de l'attaque. Celui qui fait un burn-out au travail parce que l'environnement est vraiment trop néfaste, c'est de l'immobilisation.
Depuis toujours, ces 3 mécanismes de survie-là nous ont permis de nous adapter. Mais comme je le disais tantôt, on ne fait pas la distinction entre une menace qui est réelle, comme l'attaque d'un ours, puis une menace que nous, on juge difficile, comme l'examen, la présentation orale, la chicane entre les amis. Le cerveau réagit de la même façon et nous amène à adopter des mécanismes de défense pour survivre. Plus le cerveau est mature, meilleure est la lecture de la situation. Il existe 2 voies pour le traitement de la peur dans le cerveau. La voie courte et la voie longue. La voie courte, c'est la voie d'urgence, la voie la plus utilisée par les enfants à cause de l'immaturité de leur cerveau. La voie longue, c'est la voie réfléchie, la voie logique, la voie qui fait appel à la raison, la voie qui nous permet, idéalement, de prendre des bonnes décisions. L'enfant, quand il est exposé à une situation menaçante, à son examen, au fait qu'il a été pris en flagrant délit, à une chicane entre des amis, il utilise la voie courte. Donc, il perçoit la menace, comme tantôt quand on a vu le chien dans la piste cyclable. Les amygdales s'excitent et envoient le message à tout notre système de s'activer pour survivre à cette menace-là. Notre corps répond, attaque, fuite, immobilisation. On n'a pas eu à y penser parce que cette voie-là prend 0,07 secondes avant de nous amener à prendre une action. Donc l'enfant n'a pas eu le temps de penser à l'action qu'il a posée. La voie la plus longue à laquelle on accède lorsque notre cerveau est plus mature, c'est celle qui, lorsque le maître a récupéré la laisse du chien, tout à coup, vous vous rendez compte que le gros chien que vous avez vu, c'est un gros chien, mais qui semble jeune. Puis, il jappe, mais la queue branle dans tous les sens, et puis sa langue pendouille. Donc, tout à coup, il n'est pas si menaçant que ça. C'est étrange parce que je ne le savais pas quelques secondes plus tôt quand j'étais prête à me battre avec le chien. Et ça, c'est parce que maintenant, avec la voie longue, j'ai eu accès à la partie logique de mon cerveau. Donc d'abord, les amygdales se sont excitées de la même façon, parce que la voie courte et la voie longue se déclenchent en même temps. C'est important d'avoir une réaction impulsive. Il ne faut pas que j'attende puis je me questionne, est-ce que le chien va vraiment m'attaquer avant de me positionner de façon à l'attaquer ou à fuir? Il faut que je m'active rapidement. Mais après, il faut que j'ai la capacité d'analyser la situation. Et là, dans ce cas-ci, je me suis rendu compte que le chien, il n'est pas menaçant. Alors, dans mon cerveau, ce qui s'est passé, mes amygdales sont excitées, je me suis placée en position d'attaque, tout mon corps a été activé. Mais après ça, il y a eu de l'information qui a été transmise à l'hippocampe. Ça, c'est la petite partie de votre cerveau qui emmagasine toutes les informations qui ont lien avec un contexte d'une situation. Donc, si ça vous était déjà arrivé dans le passé d'avoir été attaqué par un chien, tout le contexte va vous revenir, de sorte à choisir les meilleures décisions pour vous aider à vous sortir de cette situation-là. On va prendre pour acquis ici que vous n'avez jamais été attaqué par un chien. L'information est aussi transmise au cortex, qui va analyser la situation elle-même. Là, on prend conscience que le chien, c'est un jeune chien qui semble plutôt excité et non menaçant. Et le niveau de dangerosité. Il n'y en a pas ici. Finalement, le chien, il est excité, il n'a pas envie de vous manger. Alors, le cortex va envoyer un message d'extinction de la peur à l'amygdale, qui, elle, va freiner la réponse de stress. Votre corps va ralentir. Votre respiration et votre rythme cardiaque va diminuer. La tension qui était dans vos jambes va s'en aller tranquillement. Vous allez retrouver un certain contrôle. On comprend la différence donc de l'enfant qui n'a pas accès à cette partie-là de son cerveau quand il est en situation de stress. Donc, ça va expliquer le fait que même si on a répété à maintes reprises les actions que l'enfant doit prendre, par exemple dans une chicane, en situation de stress, ses réactions sont impulsives, irréfléchies et malheureusement parfois inadéquates. S'il avait accès à cette partie-là de son cerveau, bien peut-être que quand vous le coincez à faire quelque chose qui n'a pas le droit, il n'utiliserait pas le mensonge pour s'en sortir. Peut-être qu'il ne frapperait pas l'ami quand il passe à côté de lui et qu'il l'accroche parce qu'il prendrait conscience que c'était pas volontaire quand il l'a accroché. Donc, il faut laisser le temps au cerveau de maturer pour permettre à l'enfant de faire des choix plus conscients, plus réfléchis lorsqu'il est exposé à une situation menaçante. Ça va prendre jusqu'à 45 ans avant que le cerveau soit complètement mature,
que les structures soient bien développées, mais surtout qu'elles connectent bien entre elles, qu'elles fonctionnent bien entre elles en contexte de stress. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pendant ce temps-là, je vous rassure. Au contraire même. Les interventions bienveillantes vont aider l'enfant au fil du temps à prendre des actions qui sont de plus en plus adéquates en contexte de stress, vont aider l'enfant à s'apaiser dans une situation de menace, vont l'aider à avoir une meilleure lecture de la situation, vont aider le cerveau à se développer de façon optimale. Si vous souhaitez obtenir des stratégies pour intervenir auprès de l'enfant stressé ou anxieux, je vous invite à vous procurer mon livre ou à assister à ma conférence L'enfant stressé, la conférence, présentée aux 4 coins du Québec. Toutes les informations sont sur mon site internet www.pasapa.ca ou sur ma page Facebook Service psychosocial Pas à Pas. En attendant, je vous invite à visionner mes 2 autres capsules vidéo qui vont pouvoir vous outiller pour intervenir auprès de votre enfant. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.